Bonjour et bienvenue dans ce 5e chapitre du cours sur l'alarme sécurité incendie. Cette fois, on va développer plus précisément les systèmes d'alarme complets. On avait déjà évoqué avant la détection intrusion et la vidéosurveillance. Là, on va plutôt s'appuyer sur la détection intrusion. On reverra quelques notions qu'on avait déjà abordées à ce moment-là pour étudier les systèmes d'alarme, les boucles, le câblage. Alors là, je vais plus m'intéresser au système d'alarme avec le câblage filaire. On verra que plus tard que la programmation des alarmes sans fil suit le même principe mais avec d'autres difficultés. Donc le rôle d'un système d'alarme, c'est d'assurer plusieurs fonctions. La première fonction, qui est celle pour laquelle en général on s'équipe d'un système d'alarme, c'est la protection contre l'intrusion. On va essayer de dissuader l'intrus de continuer son vol, et donc on va le faire en signalant qu'il a été déjà détecté. Donc cette protection contre l'intrusion, elle est intermittente, puisque le système n'est pas activé en permanence. Si on est sur une protection d'habitation, il va falloir que le système soit désactivé lors de la présence dans le lieu protégé. La deuxième fonction, c'est la riposte à une intrusion. C'est-à-dire que le système surprend et fait peur au cambrioleur. Donc là, on va lui signaler qu'il a été repéré, c'est ce que je disais, et on va essayer de le dissuader. Il peut aussi avertir les forces de l'ordre. Alors attention, quand je dis les forces de l'ordre, c'est jamais directement un appel automatisé vers la police ou la gendarmerie. Il y a forcément un intermédiaire entre les deux, parce qu'on n'a pas le droit d'automatiser les appels pour pas saturer la ligne. Donc c'est soit le propriétaire lui-même, une personne du voisinage ou un service de sécurité ou d'intervention privée, qui lui va constater et ensuite peut-être éventuellement avertir les forces de l'ordre. Troisième fonction, c'est la gestion de fonctions annexes, donc comme par exemple la détection incendie, qui peut être couplée au système d'alarme, ou alors l'appel d'urgence médicale, donc par exemple une personne âgée qui se retrouverait en difficulté et qui aurait un émetteur constamment sur elle, sur lequel elle pourrait appuyer, qui permettrait d'appeler les secours ou une personne de la famille ou le voisinage pour intervenir. Alors qu'est-ce qu'on a dans un système d'alarme classique? Donc ils sont généralement constitués des éléments suivants. Donc déjà une centrale avec en général une sirène intérieure. Donc la centrale, c'est ici qu'on va réaliser la programmation, c'est ici qu'on va constater l'état de fonctionnement, c'est là où donc on va avoir les entrées sous forme de clavier, les sorties sous forme d'écran ou de voyant. Il y a forcément un ou plusieurs détecteurs de mouvement, donc on en a déjà parlé, mais ce sont des détecteurs volumétriques. Les détecteurs volumétriques sont là pour détecter une intrusion à l'intérieur d'un espace protégé, contrairement aux détecteurs périmétriques qui, eux, détectent le passage d'une zone non protégée à une zone protégée. Donc c'est l'intersection entre les deux, c'est la frontière entre les deux. Alors que le détecteur volumétrique détecte quand l'intrus est déjà à l'intérieur. Donc il peut y avoir des détecteurs d'ouverture, donc des détecteurs périmétriques. Les détecteurs d'ouverture, on les a vus aussi, ils se placent sur les ouvrants, portes et fenêtres, avec une partie fixée sur le côté de la porte ou de la fenêtre, et puis une partie sur la partie mobile. On peut avoir aussi un ou plusieurs transmetteurs téléphoniques, donc transmetteurs téléphoniques sur une ligne RTC classique analogique, ou sur une ligne ADSL, téléphonie par ADSL, ou même sur une ligne GSM, c'est-à-dire de téléphonie mobile, donc avec un transmetteur qui aurait sa propre carte SIM pour communiquer. On a un clavier mural, donc le clavier mural c'est le clavier déporté. Si la centrale était placée dans un endroit non visible ou non accessible depuis la porte d'entrée, on va placer un clavier déporté proche de la porte d'entrée de l'habitation pour pouvoir activer et désactiver l'alarme lors du départ et du retour dans l'habitation. Une télécommande pour pouvoir le faire sans avoir besoin de taper un clavier ou même à distance avant même de rentrer. Donc on va s'intéresser plus particulièrement maintenant à la centrale. Donc je disais que c'était le cœur du système, c'est elle qui reçoit et qui analyse des informations émises par les détecteurs. Qu'un détecteur
avertisse qu'un mouvement a été détecté dans telle pièce à telle heure, eh ben, ça ne veut pas dire forcément que ce mouvement est interdit. Ça va dépendre du fait que l'alarme soit activée et que cette zone soit également activée dans cette alarme. Et donc ça, ça dépend de la programmation. Et donc c'est la centrale qui va décider de déclencher ou pas la sirène en fonction de ça. Si elle comporte un transmetteur téléphonique, elle envoie un message d'alerte par téléphone. Donc c'est ce qu'on a vu. Essentiellement, maintenant c'est plutôt par GSM. En général, elle comporte un clavier, donc sur la centrale elle-même, et un écran de contrôle. La centrale est alimentée par une prise secteur en fonctionnement normal, donc souvent c'est un bloc secteur, les centrales elles sont alimentées en 12 volts, donc il y a un bloc externe qui vient se brancher sur le 230 et qui vient alimenter la centrale en permanence, mais évidemment en cas d'intrusion il se peut qu'il y ait coupure de courant, donc elle doit disposer d'une batterie qui lui permet de fonctionner quelques jours en mode 100% autonome. Donc ça, c'est un système donc autonome, ça veut dire qu'il y a une batterie de secours. Elle doit toujours être placée en hauteur, donc en hauteur, c'est-à-dire à hauteur de lecture, à hauteur de visage, sous la surveillance d'un capteur volumétrique. Donc on va placer en face de cette centrale un détecteur de mouvement pour pouvoir détecter une éventuelle malveillance dessus ou une tentative de sabotage. Et elle doit être visible de l'utilisateur pour qu'il puisse vérifier son bon fonctionnement. Donc on va éviter de la mettre dans un placard, parce que dans un placard, elle pourrait très bien être désactivée, que le client s'en rendrait pas compte. Je reviens rapidement sur la détection volumétrique, mais ça on l'a déjà vu. Donc c'est essentiellement des détecteurs de mouvement qui sont des détecteurs IRP, infrarouge passifs. Donc composé de détecteurs infrarouges passifs ou de capteurs hyperfréquences. Donc je rappelle la différence entre les capteurs hyperfréquences et les IRP. Le capteur hyperfréquence, lui, va détecter les mouvements par effet Doppler, mais il peut le faire même à travers les murs. Alors qu'un IRP qui fonctionne avec de la lumière infrarouge, par définition, la lumière ne traverse pas les cloisons. Donc on a une détection qui se limite à la pièce elle-même. Et donc cette détection volumétrique, elle permet de capter les mouvements dans un espace surveillé. Je reviens également sur la détection périmétrique, donc c'est celle qui permet de détecter le passage non autorisé par une issue, le périmètre autour de la zone protégée. Elle est composée de barrières infrarouges, donc ça c'est une barrière émetteur-récepteur infrarouge. Alors là, il y a une infographie pour montrer les rayons infrarouges, mais l'infrarouge on ne le voit pas, c'est invisible à l'œil nu, donc ces rayons forcément ils sont invisibles. Ou alors ça peut être aussi une barrière HF, donc haute fréquence, pour la détection de passage. Mais on a également des détecteurs d'ouverture, j'en parlais tout à l'heure, et donc ces détecteurs d'ouverture qu'on place sur les portes et les fenêtres, je rappelle que c'est des ILS, donc des interrupteurs à lame souple. Le principe de l'interrupteur à lame souple est très simple. À l'intérieur d'un tube de verre ou de plastique, on a une lame souple métallique qui va soit être hors contact ou en contact avec une autre lame métallique fixe, cette fois qui est de l'autre côté. Et donc en fait, ça va être simplement un interrupteur ouvert ou fermé. Et qu'est-ce qui va faire que cette lame souple va entrer en contact ou pas? C'est la présence, à proximité, d'un aimant. Si l'aimant qui est sur la porte, par exemple, est éloigné, c'est-à-dire que la porte est ouverte, alors la lame souple sera avec sa raideur naturelle ou par un ressort de rappel éloignée, et donc il n'y aura pas de contact, et donc le capteur se comportera comme un interrupteur ouvert, et si l'aimant est proche, c'est-à-dire que la porte est fermée, dans ce cas-là la lame souple est attirée par magnétisme et le contact s'établit. Et donc on a un équivalent d'interrupteur fermé, et donc du courant qui passe. Alors les éléments de commande, alors là j'ai une image qui passe plus, qui était disponible en ligne. Donc on a des claviers et des télécommandes. Donc la télécommande, c'est un petit boîtier autonome qui permet de commander la centrale à distance. Elle permet d'activer ou de désactiver le système d'alarme, et puis éventuellement d'activer le mode urgence. On a plusieurs boutons dessus, donc cette télécommande peut à la fois servir d'activation ou de désactivation, mais aussi d'urgence médicale. Elle fonctionne par onde radio, donc là on n'est pas sur de la lumière, donc on a une portée normalement suffisante pour être efficace en tout point du domicile à protéger.
Si la centrale est installée loin de l'entrée du domicile, on va installer un clavier d'e-portée, c'est ce que j'aurais dû avoir sur cette image, et il permet d'activer ou désactiver le système d'alarme, ainsi que commander certaines fonctions à distance, donc cette fois avec un clavier déporté à proximité de la porte. Comme la centrale, le clavier doit toujours être placé à l'intérieur et surveillé par un capteur volumétrique. On va essayer d'éviter lui aussi qu'il subisse une malveillance. Et pour éviter de déclencher l'alarme, on met obligatoirement une temporisation de quelques dizaines de secondes pour laisser le temps à l'utilisateur de désactiver l'alarme. Évidemment, s'il y a un capteur volumétrique, un IRP dessus, et qui nous détecte avant qu'on ait le temps de taper le code de désactivation, eh bien on va avoir une alarme qui sonne à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on met une temporisation. C'est la temporisation d'entrée et la temporisation de sortie. On a la même. Donc on va dire une dizaine ou une vingtaine de secondes qui permettra au client de taper son code quand il rentre chez lui, avant que l'alarme sonne, et inversement, quand il part de chez lui, de pouvoir activer avec un code son alarme, passer devant son capteur volumétrique pour fermer la porte avant que l'alarme ne sonne également. Et donc, maintenant qu'on a vu la centrale et les détecteurs, qu'est-ce qu'elle peut faire en cas de détection intrusion? Donc, on a la première action possible, c'est d'avertir. Donc, c'est les avertisseurs sonores. Donc, la sirène peut être intérieure pour effrayer l'intrus, intégrée à la centrale, mais elle peut être aussi extérieure. Et donc, la sirène intérieure, elle doit pouvoir fonctionner de manière autonome. Donc, autonome, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait sa batterie à elle, sinon c'est trop facile de couper le courant et du coup, il n'y a plus cet avertissement sonore. Et elle doit être également surveillée par un capteur volumétrique, elle aussi, pour éviter sa neutralisation. Donc on voit déjà que si on a un système avec une centrale, un clavier déporté et une sirène, il faudra déjà au minimum 3 capteurs volumétriques, 3 détecteurs de mouvement, 3 détecteurs IRP donc, pour pouvoir protéger rien que le matériel qui est utilisé pour le système d'alarme. Donc la sirène extérieure, elle sert à alerter le voisinage. Donc sirène intérieure, ça effraie l'intrus, ça lui montre qu'il a été détecté et donc ça le dissuade. Et sirène extérieure, on alerte le voisinage qui va venir réellement ou pas, j'allais dire presque peu importe, du moment que l'intrus, lui, ait l'impression que le voisinage va venir et le repérer dans son forfait. Et donc ça va le dissuader, il va essayer de partir. On a également le flash, donc qui permet de repérer rapidement le lieu d'un cambriolage de nuit. Donc ça veut dire qu'il doit être fixé très haut pour être difficile à neutraliser, et également posséder sa propre alimentation. Et être soit en intérieur, et dans ce cas il essaie d'effrayer l'intrus également, soit en extérieur, sur un mât, et dans ce cas-là il va servir au service de sécurité de repérer plus facilement l'habitation dans laquelle le cambriolage a été signalé. Je reviens également sur les transmetteurs téléphoniques. Donc le transmetteur téléphonique, c'est une liaison entre le lieu à protéger et donc le monde extérieur. En cas d'intrusion ou de danger, donc on peut s'en servir également en cas de détection incendie, le transmetteur appelle le ou les numéros enregistrés et transmet des messages d'alerte programmés. Donc c'est une boîte vocale, et on va programmer jusqu'à une dizaine de numéros de téléphone qui vont être appelés en boucle. Et si le numéro de téléphone, le premier de la boucle, ne décroche pas, ça va passer automatiquement sur le deuxième numéro, ça va sonner, etc. Et ça va tourner comme ça jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Et donc puisse lire les numéros enregistrés et peut-être éventuellement désactiver à distance avec ce transmetteur téléphonique. Donc il doit être relié à une prise téléphonique pour fonctionner, donc s'il est en analogique, et certains modèles commutent automatiquement sur le réseau de téléphonie mobile en cas de coupure de ligne fixe. Ou il y a certains modèles également qui n'ont que de la téléphonie mobile. Attention, il est interdit d'enregistrer le numéro de la gendarmerie ou de la police, c'est ce que je disais. C'est forcément une personne physique qui doit appeler, après avoir constaté par la vidéosurveillance ou par différents capteurs qu'il y a eu un cambriolage sur le lieu. Mais jamais un système automatisé, justement pour pas saturer à cause de ce système de boucle d'appel, pour pas saturer le numéro de la police ou de la gendarmerie tout simplement. Il est aussi possible de commander l'alarme par la ligne téléphonique, c'est ce que je disais, soit par d'appui sur des numéros ou des commandes vocales, ou par une appli. Et donc maintenant, si on regarde un petit peu plus précisément dans le fonctionnement de l'alarme, maintenant qu'on connaît un petit peu tous les systèmes qui gravitent autour,
on va voir qu'une alarme, on la fait fonctionner par zone de protection. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la zone simple, c'est celle qui est la plus évidente. La zone simple, c'est quand je suis présent dans l'habitation, le système est en arrêt complet. Et quand je suis absent, donc en dehors de l'habitation, le système est armé complètement. Donc je peux activer ou désactiver l'ensemble du système d'un seul coup. Dans ce cas, le lieu à protéger est considéré comme une seule zone, et ceci implique que la surveillance de l'ensemble des pièces est activée ou désactivée en même temps. Donc ça, on va dire que c'est le principe intuitif. Mais la plupart des alarmes sont programmées en multizone. Alors ici, la protection est modulable. En cas d'absence, tous les capteurs sont activés. En cas de sommeil, par exemple, une partie de la protection sera active. On va prendre un exemple. Voici un plan d'habitation. Et donc sur ce plan d'habitation, on retrouve les pièces principales, le séjour, le bureau, garage, cuisine, salle de bain et 2 chambres. Et donc on peut imaginer, on peut couper cette habitation en 2 zones, qu'on va appeler la partie nuit, c'est-à-dire les endroits où les habitants sont susceptibles d'aller pendant la nuit, salle de bain, chambre, j'imagine qu'ici ça doit être les WC, et puis une partie jour, où là, les habitants sont susceptibles d'aller la journée. En même temps qu'ils peuvent aussi aller la journée dans la partie nuit. Donc partie jour et partie nuit, si vous voulez, c'est l'ensemble des détecteurs. Alors dans ce système, qu'est-ce qu'on a? On a une centrale qui est placée ici dans le séjour, et puis on a différents détecteurs, des DP, des détecteurs périmétriques, et des DV, des détecteurs volumétriques. Donc les DP, forcément comme c'est des détecteurs périmétriques, ça doit être des détecteurs d'ouverture, et on les retrouve sur les portes et les fenêtres. Tandis que les DV, c'est des détecteurs de mouvement, on va en retrouver un par pièce, et essentiellement dans la partie jour. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une programmation différenciée. Dans cet exemple, les capteurs de la partie jour sont actifs pendant le sommeil des occupants. Donc, à partir du moment où ils sont couchés, on va passer l'alarme en mode nuit, et on activera les capteurs de la partie jour, mais surtout pas ceux de la partie nuit. Ce qui fait que, si j'ai un occupant qui va aller dans la cuisine la nuit, effectivement, là, ça peut sonner. Mais, par contre, dès qu'il se promènera au niveau des chambres ou salles de bain WC, il n'y aura pas de souci. Et puis en cas d'absence, là, on va activer tous les capteurs, c'est-à-dire partie nuit plus partie jour. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une programmation en multizone, mais multizone, c'est pas forcément que 2 zones, on peut en avoir plusieurs, 4, 5, 6, 16, 10, en fonction de ce qu'on veut protéger, si c'est une simple habitation ou un local industriel par exemple. Et donc, ces zones, on va les définir en câblant des boucles. Donc là, on est bien d'accord qu'on parle d'alarmes filaires. Les alarmes sans fil, c'est par la programmation qu'on va définir les zones. Là, quand on est sur du filaire, c'est en fonction du câblage. Donc un ou plusieurs détecteurs peuvent être câblés sur une entrée d'une centrale anti-intrusion, souvent appelée zone. Et donc ces boucles, donc ces zones, si vous voulez, c'est la même chose, sont constituées de 2 ou 3 paires de conducteurs qui sont affectés. Alors quand je dis paires de conducteurs, c'est des paires de fils. Les conducteurs, c'est des fils électriques. Donc on a 2 ou 3 paires de fils qui vont servir à quoi? Qui vont servir déjà à l'alimentation. Si j'ai des détecteurs IRP, des détecteurs de mouvement, il faut qu'ils soient alimentés. Donc on va les alimenter avec le câblage. Si c'est des détecteurs d'ouverture de type ILS, là il n'y a pas besoin d'alimentation puisque c'est des simples interrupteurs on-off. Et ça fonctionne avec du magnétisme. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour tous les autres, s'ils sont dits actifs, il va falloir les alimenter. Donc s'ils intègrent de l'électronique, on va devoir amener de l'alimentation générale du 12 volts. Il nous faut 2 fils, donc plus et moins pour la lime, il nous faut 2 fils également, ou 2 conducteurs, pour la détection intrusion. Mais il va nous falloir une 3e paire de conducteurs pour un autre phénomène qu'on appelle l'autoprotection. Ça veut dire que dans un système d'alarme, il faut qu'on puisse faire la différence entre quelqu'un qui est en train d'essayer de s'introduire dans le local et qu'on le repère, et quelqu'un qui essaye de saboter le système. Le comportement d'alarme sera peut-être différent entre les deux. Si je suis face à un sabotage, peut-être que je vais simplement activer le transmetteur téléphonique pour essayer de surprendre l'intrus pendant son acte de sabotage. Plutôt que de le faire fuir, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas encore entré dans le
dans le local à protéger. Et en cas d'intrusion, par contre, là, on va peut-être faire sonner l'alarme. Donc, en fonction de la programmation, on peut adopter des comportements différents, suivant qu'on soit sûr de la détection ou de l'autoprotection. Alors, comment on câble tout ça? Donc, l'alimentation, c'est très simple, hein. C'est une alimentation câblée en parallèle, en dérivation. Donc, imaginons qu'ici, ce soit la centrale. Sur la centrale, j'ai deux connecteurs plus et moins, plus 12 volts et la masse. Et donc, je vais relier entre eux les borniers des différents détecteurs, détecteur 1, 2, 3, le plus sur le plus, le moins sur le moins, tout simplement. Donc l'alimentation des différents détecteurs de la boucle se câble en parallèle, ou en dérivation. Maintenant, la détection. Donc là, la détection, ça va dépendre du fait que les capteurs soient de type NF ou NO. Alors j'y reviendrai. Alors imaginons que ce soit des détecteurs en NF. Donc les détecteurs NF, NF ça veut dire normalement fermé. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'intrusion, de détection d'intrusion, ils sont équivalents à un interrupteur fermé. Donc le détecteur 1, interrupteur fermé, le détecteur 2, interrupteur fermé, le détecteur 3, interrupteur fermé. Et donc sur la centrale, j'ai comme si j'avais un générateur de courant qui va envoyer un courant dans cette boucle. Et si le courant revient, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et si à un moment donné, il y a un détecteur qui détecte quelque chose, l'interrupteur va s'ouvrir et j'aurai plus de passage du courant. Et là, la centrale saura qu'il y a une détection. Donc ça, c'est une boucle à contact NF. Alors on l'appelle aussi NC, suivant qu'on soit en français ou en anglais. Donc tous les détecteurs sont équipés d'un contact NF. Alors NF en français, c'est normalement fermé. Et en anglais, c'est normally closed ou normally closed, si on prend le participe passé. Hein. Et donc lorsque l'installation est en fonction, tout est fermé. Les contacts sont tous fermés et le courant passe. Dans le cas d'une détection, il se produit une ouverture du contact. Et là, c'est très simple. S'il y a du courant, tout va bien. Si le courant passe plus, il y a une détection. Donc tous les contacts, si on veut pouvoir détecter quelque chose, il faut qu'ils soient câblés en série. Ah oui, parce que si je mets ces contacts en parallèle, en dérivation, dans ce cas-là, si un contact s'ouvre, le courant a toujours la possibilité de passer par les autres, en dérivation. Donc là, je vais rater cette détection. Si on veut pouvoir voir la détection, il va falloir que je les câble en série. Par contre, le fait de les câbler tous en série sur une même boucle, au niveau de la centrale, je saurai qu'il y a une intrusion sur la boucle numéro 1, par exemple, mais elle ne sera pas capable de dire si cette intrusion vient du détecteur 1, du détecteur 2 ou du détecteur 3, puisque tout ce qu'elle saura, c'est que le courant ne passe plus. Alors maintenant, l'autoprotection, hein. C'est-à-dire l'autoprotection, c'est la détection d'un sabotage ou d'un arrachement. Le sabotage ou l'arrachement, en fait, c'est aussi des contacts NF, normalement fermés. Et en fait, ce contact, si jamais on vient essayer de décoller le boîtier du mur, il va s'ouvrir. Ou alors, si jamais on vient d'essayer d'ouvrir carrément le boîtier, pareil, on a un petit interrupteur qui va, avec un ressort, se libérer. Et on va détecter si quelqu'un est en train d'essayer d'ouvrir le boîtier ou de l'arracher du mur. Et si quelqu'un essaye de couper le câblage, on va avoir exactement le même effet. C'est comme si les interrupteurs s'ouvraient. Donc, c'est exactement le même type de boucle, AP1 pour autoprotection. On va mettre des contacts NF câblés en série. Donc, c'est une boucle NF. Elle prévient toute malveillance, donc sectionnement d'un câble ou arrachement d'un boîtier envers l'installation. Tous les éléments de l'installation sont pourvus d'un contact. Ce contact est fermé en utilisation normale. Donc ça veut dire que si le détecteur est bien fixé au mur avec son couvercle bien fermé, on a ces contacts qui restent fermés. Si un boîtier est arraché de son support ou si son couvercle est démonté, le contact s'ouvre. Voilà, donc ça c'est le principe de base, ça veut dire 2 fils pour l'alimentation, 2 fils pour la détection intrusion et 2 fils pour l'autoprotection. Maintenant, on a une autre technique qui nous permet d'économiser un peu le câblage. C'est ce qu'on appelle les boucles équilibrées. Le principe, c'est que chez certains constructeurs, les informations d'intrusion ou de sabotage, donc d'autoprotection, sabotage et autoprotection c'est la même chose, sont véhiculées par une seule boucle. Donc je vais essayer de
de distinguer le fait que ce soit une intrusion ou un sabotage, mais en utilisant que 2 fils, au lieu de 4. L'avantage de cette technique est de permettre de câbler tous les détecteurs actifs, donc avec alimentation, avec 4 fils, 2 pour la lime et 2 pour les infos, au lieu de 6 fils, 2 pour la lime, 2 pour l'intrusion et 2 pour le sabotage. Alors comment on arrive à faire ça? En fait, on va rajouter des résistances sur la boucle de détection. Alors, exemple, j'ai toujours ma centrale qui me génère un courant. X et Y, c'est les sorties de la centrale de la boucle numéro 1, par exemple, et j'ai 3 détecteurs sur cette boucle numéro 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter sur les 2 contacts d'alarme, c'est-à-dire de détection-intrusion, on va rajouter une résistance. Et ça sur tous les détecteurs. Une résistance qui aurait une valeur R, voilà, une certaine valeur. Et au bout de la ligne, on va rajouter encore une résistance qui va s'appeler la résistance terminale. Pourquoi? Parce que c'est elle qui termine la ligne, la boucle, qui aura une valeur différente de R. Et on va également mettre sur cette boucle tous les contacts d'autoprotection, donc de sabotage, mais ceux-là, on va les mettre sans résistance. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de sabotage? Donc, s'il n'y a pas de sabotage, le courant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va arriver sur le premier détecteur, imaginons que le courant parte ici du générateur, il a le choix entre passer à l'intérieur d'un interrupteur fermé ou une résistance. Le courant préfère toujours passer par le chemin le plus facile, donc il va totalement ignorer la résistance et il va passer par l'interrupteur fermé. Il va faire la même chose au deuxième détecteur, la même chose au troisième. Il n'a pas le choix, il est obligé de passer par la résistance terminale, et là, pas de problème, tout est fermé et il revient. Donc le courant passe, mais il n'est ralenti que par une seule résistance, qui s'appelle RT. Donc s'il n'y a pas de sabotage, la résistance comprise entre les points X et Y, c'est-à-dire la résistance équivalente à tout ça, c'est RT et uniquement RT. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un sabotage? Imaginons que l'autoprotection du détecteur numéro 2 s'ouvre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que le courant peut passer à l'intérieur de ce circuit? Non. La résistance équivalente à tout ça, la résistance équivalente à un interrupteur ouvert, c'est une résistance infinie, tellement grande qu'elle ralentirait le courant à l'infini. Donc en cas d'arrachement d'un détecteur, par exemple, le contact d'autoprotection AS s'ouvre. Si le câble est coupé, on obtient le même effet. On n'a plus de courant du tout qui passe. Et donc la résistance est infinie, et la centrale sait que là on est face à un acte de malveillance. Donc la résistance présente entre les points X et Y est alors égale à une résistance infinie, circuit ouvert. Maintenant, en intrusion, qu'est-ce qui se passe? Donc là, cette fois, sur le détecteur numéro 2, c'est bien le contact NF d'intrusion qui s'ouvre. Dans ce cas-là, le courant, il va passer par, donc sur le détecteur 1, il passera par l'inter, mais par contre sur le détecteur 2, on va le dévier par la résistance. Ici, il sera obligé de passer par RT, et là, il n'aura plus de résistance pour pouvoir rentrer. Donc là, dans ce cas-là, le contact du détecteur s'ouvre et modifie la valeur de la résistance équivalente. Elle est équivalente à R plus RT. Et donc dans ce cas-là, avec un freinage équivalent, un freinage du courant équivalent à R plus RT, la centrale saura qu'on est face à une intrusion et pas un sabotage. On peut ainsi faire la différence entre une intrusion et un sabotage. Donc c'est relativement malin. Maintenant, si on s'intéresse aux sorties. Donc les différentes sorties, dans les centrales anti-intrusion, ça permet de commander une sirène, un flash, un buzzer, un transmetteur téléphonique, un système d'éclairage, etc. Et en fonction du besoin, elle doit être paramétrée de manière physique et ou logicielle. Donc physique, ça veut dire avec le câblage, et logiciel avec la programmation. On peut très bien avoir, alors là je vais passer vite fait dessus parce que là c'est un peu de l'électronique un peu trop complexe, disons, une sortie sur un transistor à collecteur ouvert. Donc le transistor à collecteur ouvert, en fait, c'est comme un interrupteur, si vous voulez, commandé par un transistor qui va être soit relié à la masse, soit relié au plus 12. Et en fonction du symbole qu'on a sur la sortie, on saura que l'appareil qu'on va brancher sur cette sortie, il faudra soit le relier au plus 12, soit le relier à la masse, en fonction que ce soit
sur un collecteur ouvert NPN ou PNP. Je ne rentre pas dans le détail. Je vous laisserai mettre pause si ça vous intéresse, mais en tout cas, bon, voilà. C'est de moins en moins utilisé, ce genre de sortie. Aujourd'hui, on utilise plutôt des sorties sur relais. Donc, les sorties sur relais, le principe du relais électromagnétique, c'est que je vais pouvoir commander avec une petite tension une grosse tension. C'est-à-dire, c'est comme si, avec une petite tension de 12 volts, je pouvais commander un interrupteur qui va commuter des grosses tensions de 130 volts pour alimenter des choses qui ont une puissance élevée. Ce qui permettra déjà aussi de faire une séparation entre la centrale d'alarme et les circuits de puissance. Et donc pour ça, on va utiliser le fait que le noyau magnétique ici, quand il est enroulé par une bobine dans laquelle je vais faire passer un courant, je vais créer un champ magnétique qui va attirer le pivot là, et ensuite ça va me permettre de mettre en contact ici ces deux contacts comme un interrupteur classique. Donc le relais, il permet la commande d'un circuit de puissance, donc c'est ce qu'on appelle la partie opérative, c'est là où on a les opérations, grâce à un circuit de plus faible intensité appelé circuit de commande. Donc quand je dis petite tension, petite intensité, petit nombre de volts ou petit nombre d'ampères à l'entrée dans la bobine, qui permet de commander un grand nombre de volts ou un grand nombre d'ampères à la sortie sur le relais électromagnétique. D'ailleurs les relais électromagnétiques, on les entend qui claquent quand on a cette activation, c'est le fameux bruit classique du clignotant de voiture, qui est 100% électronique d'ailleurs aujourd'hui, c'est ces fameux relais électromagnétiques, ces pivots qui viennent claquer sur leur butée. Donc on peut ainsi commander une partie opérative sous tension du secteur, donc 230 volts, à partir d'une tension de sortie de la centrale de seulement 12 volts continu. Et contrairement au transistor, un relais fait de bruit lors de sa commutation, c'est ce que je disais. Et donc on va finir avec un petit exercice comme d'habitude, et même la dernière partie de cet exercice où on aura un exemple de câblage complet d'une alarme. Donc quel est le rôle de la centrale pour le système ? C'est là qu'on va prendre la décision, en fonction des entrées, d'activer ou pas l'alarme. Donc elle reçoit et analyse les informations émises par les détecteurs, et elle peut déclencher une sirène. Pourquoi mettre en place une temporisation sur le clavier de contrôle ? Ça va permettre de laisser le temps à l'utilisateur de taper son code quand il rentre ou quand il part. Donc la temporisation permet de laisser le temps à l'utilisateur de taper son code avant de déclencher l'alarme, que ce soit au départ ou au retour. Quel est le rôle d'un transmetteur téléphonique ? Deux choses. Ça va être de prévenir en cas d'intrusion ou de sabotage, mais on pourra également commander à distance la centrale, qui permet de prévenir une société de sécurité de l'intrusion afin qu'elle puisse la vérifier. Donc là, j'ai pas mis dans la réponse la programmation, mais elle peut aussi le faire. Quel est le rôle de l'autoprotection ? Donc l'autoprotection, c'est la détection de sabotage. Le sabotage, c'est le fait de couper un fil ou d'essayer d'arracher un détecteur, par exemple. L'autoprotection est une boucle qui permet de déceler une malveillance sur un capteur par arrachement ou coupure. Comment doivent être câblés tous les contacts en NF ? Alors je rappelle, NF, ça veut dire normalement fermé ou normally closed en anglais, ce qui veut dire qu'il faut que je puisse détecter si un et un seul détecteur s'ouvre. Et donc pour pouvoir réussir à faire ça, il faut absolument tous les câbler en série. Donc ils doivent être câblés en série. Pour un système d'alarme bizone, quel est le nombre de boucles minimum dont il faut disposer sur la centrale ? Bizone, ça veut dire qu'il faut que je définisse une zone nuit et une zone totale. Et donc pour ça, il me faut au moins 2 boucles. Une par zone de protection. Quel est le principal avantage d'utiliser des boucles équilibrées ? Donc les fameuses boucles équilibrées, c'est celles où on utilise des résistances sur la boucle, et ça permet d'économiser 2 fils lors du câblage. Les boucles équilibrées permettent de limiter les câbles à relier au détecteur. Et donc maintenant, on va prendre un exemple de câblage pour finir. Donc nous allons réaliser le schéma de câblage d'un système d'alarme bizone. C'est un système qui comporte une centrale qui fournit l'alimentation des détecteurs, donc en 12 volts, et qui peut piloter jusqu'à 4 boucles. Donc ça veut dire que j'ai 4 paires de sorties dessus. Je vais essayer d'y mettre 4 détecteurs volumétriques, donc des détecteurs de mouvement. Je vais y mettre 4 détecteurs périmétriques, donc des détecteurs d'ouverture. Et puis je vais câbler une sirène. Et on va essayer de le faire en bizone, donc en boucle juste sur les détections. Une zone jour qui sera activée que la nuit,
pendant le sommeil des propriétaires. Donc, je l'ai appelé zone jour parce que c'est là-dedans qu'ils sont pendant le jour. Et elle comporte cuisine, garage, entrée, séjour et bureau. Et donc, on va surveiller cette zone avec une boucle NF. Et pour changer un peu, pour vous donner un exemple de câblage, la zone nuit, elle sera activée en cas d'absence des propriétaires. Elle comprend chambre et salle de bain. Et elle sera surveillée par une boucle NO. Et donc les boucles NO, contrairement aux boucles NF, il faudra les câbler en dérivation. Donc, voici le schéma de câblage. Donc on a la centrale, on retrouve les 1, 2, 3, 4 boucles de sortie. Alors sauf que dans l'exemple, on n'a que 2 zones de protection. Donc ça veut dire qu'on n'utilisera que X1, Y1 et X2, Y2. X1, Y1 pour la boucle 1 et là pour la boucle 2. On utilisera également les alimentations de détecteurs, parce qu'on voit que tous les détecteurs ici, ils doivent être alimentés. Et puis on a une sortie qui s'appelle alarme bar, qui est une sortie active à l'état bas. Alors pourquoi? Alors bar, ça veut dire active à l'état bas. Ça veut dire que si c'est 12 volts, l'alarme n'est pas active, et quand ça repasse à 0, l'alarme est active. Pourquoi? Pour pouvoir faire sonner l'alarme si jamais on coupe le fil. Ce qui fait que, du coup, si je coupe le fil, j'ai 0 volts qui tombe sur l'entrée alarme bar, et donc elle se met à sonner. Voilà. Plutôt que de la rendre active à l'état haut, ce qui voudrait dire que je suis obligé d'injecter une tension pour la faire sonner, ce qui est un non-sens au niveau de l'autoprotection. Et donc, on va essayer de se câbler tout ça selon les principes qu'on a dit avant, c'est-à-dire la partie jour, on va la câbler en NF, et la partie nuit en NO. Alors voilà ce que ça donne. Alors déjà, on va regarder ce qui est simple. Ce qui est simple, c'est alarme bar qui va sur alarme bar. Ensuite, ce qui est simple, c'est les alimentations de détecteurs. Je les ai mis en rouge et noir. On voit que on a les moins sur les moins et les plus sur les plus. Et on retrouve ce même câblage sur tous les détecteurs. Plus sur plus, moins sur moins. Et donc, on va tous les mettre en dérivation. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt simple à appréhender, c'est évident. Là où ça se complique un peu, c'est sur les fameuses boucles de détection. On a dit que la boucle numéro 1, elle était câblée en NF. Donc, on va relier en série tous les détecteurs, les uns derrière les autres, pour revenir ensuite sur la boucle. Alors pourquoi j'ai choisi de connecter ça à COM et NF? Sur un relais, la borne COM, c'est celle qui va être connectée soit à NO, soit à NF. La borne COM, c'est comme si c'était un interrupteur 2 positions. S'il n'y a pas de problème, l'interrupteur relie ensemble COM et NF. Et si jamais il y a une détection, l'interrupteur va relier COM et NO. Donc ça fait que si je veux que la boucle laisse passer le courant quand il n'y a pas de détection, je suis bien obligé de mettre ça entre COM et NF, puisque c'est les deux qui sont ensemble quand il n'y a pas de détection. Et donc ça me fait bien une boucle NF qui est câblée en série. Jusque là. Les fils bleus maintenant. On a dit que pour la zone nuit, on était sur une boucle NO. Et cette boucle NO, ça veut dire que s'il n'y a pas de problème, il y a un contact entre COM et NF. Et donc, je veux pouvoir détecter directement le moindre problème dès qu'il y a un contact entre COM et NO. Et donc là, pour ça, je vais les mettre en parallèle. C'est-à-dire, je vais mettre tous les NO ensemble sur X2 et tous les COM ensemble sur Y2. Comme ça, dès qu'il y en a un qui sera activé, je m'en rendrai compte tout de suite. Parce que je l'aurai programmé en boucle NO. Alors, la plupart du temps, on câble toujours en boucle NF. NO, je l'ai mis juste pour exemple ici, mais c'est plus évident de câbler en NF. Pourquoi? Parce que si je viens couper un câble ici, la centrale va s'en rendre compte. Tandis que si je viens couper un câble ici, comme ici il n'y aura pas de souci, je ne pourrai pas me rendre compte d'une fermeture de contact. Donc là, c'est quand même beaucoup plus pratique de faire un câblage en NF qu'un câblage en NO. Voilà. Voilà qui ponctue un petit peu ce cours. C'était dense, mais il y a beaucoup de choses à voir sur le câblage des alarmes en filaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt où on parlera cette fois donc de détection incendie. Merci, au revoir.